Donc 7 ans après, le régime de Brazzaville a toujours confisqué les libertés et les droits des Congolais. 7 ans après, le régime de Brazzaville continue à bénéficier d'une impunité totale, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Donc pour nous, 7 ans après, le beau discours que M. Sassou Nguesso tenait en disant aux Congolais que le changement de la Constitution était une manière de faire évoluer les institutions, on s'est tout de suite rendu compte, on le savait déjà d'ailleurs, que ça serait juste une manière pour ce système-là de continuer à perpétrer des crimes et à continuer à priver les Congolais de ses droits et de ses libertés. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Droit de Savoir consacré à la commémoration du 7e anniversaire des victimes du massacre d'octobre 2015 au Congo-Brazzaville. On se souviendra de la répression sanglante des manifestations pacifiques contre le coup d'État constitutionnel de Denis Sassou Nguesso qui, pour remplir donc pour forcer un 3e mandat présidentiel, opté pour la violation de la Constitution congolaise du 20 janvier 2002. 7 ans après, les familles des victimes attendent toujours savoir la vérité sur ces crimes contre l'humanité. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Chris Bouiti. Vous êtes porte-parole du mouvement Ras-le-Bol en France. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Christian Perrin, et merci pour l'invitation. En tout cas, merci d'être disponible pour cette interview. Bienvenue aussi à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur TLR-TV. Faites comme les autres, likez et partagez cette émission pour nous aider à augmenter notre audience, un succès d'audience qui est avant tout le vôtre. Pensez également à vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines publications. Alors, Monsieur Chris Bouiti, vous êtes porte-parole du mouvement Ras-le-Bol. 7 ans déjà passés, et vous savez, quand des dizaines de jeunes Congolais, bien entendu, manifestant contre le coup d'État constitutionnel de Denis Sassou Nguesso, des massacres dont l'ordre avait été visiblement donné par Denis Sassou Nguesso, des massacres perpétrés par la police et l'armée congolaise, dont je vous propose d'abord de suivre ce reportage avant de continuer notre émission. Suivez. Les jeunes Congolais avaient cru en la démocratie. C'est en défendant cette démocratie que ces jeunes dont l'âge varie entre 17 et 34 ans sont tombés sous les balles de la police et de l'armée congolaise le 20 octobre 2015, lors de la désobéissance civile pourtant garantie par la loi. Désobéissance civile organisée par les partis de l'opposition congolaise réunis autour de l'IDC FOCAD, qui lutte pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville. Ces tueries ont évidemment eu lieu le 20 octobre 2015, comme le témoignent les attestations de dépôt à la morgue municipale de Pointe-Noire et les réquisitions à médecins. Les manifestations de l'opposition étaient quasiment interdites ou troublées par la police et l'armée en violation de l'article 21 de la Constitution congolaise. L'armée et la police qui n'ont pas non plus observé leur éthique et l'impartialité qui devraient les caractériser conformément à l'article 171 de la même Constitution.
Au total, 16 morts tombés sous les balles de l'armée et de la police et 89 blessés dans la seule ville de Pointe-Noire. Curieusement, à ce jour, aucun responsable ni de la police ni de l'armée congolaise n'a été interpellé pour ces crimes. Ainsi, l'IDC et le FOCAD exigent l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante pour mettre la lumière sur ces crimes contre l'humanité. D'autant plus que le gouvernement congolais, dans sa déclaration qui a suivi ces tueries, n'a fait état que de 4 morts sur toute l'étendue de la République. 3 à Brazzaville et 1 à Pointe-Noire. Probablement une intention de dissimuler le crime devant la communauté internationale. Voilà qui donne de la matière à la Cour pénale internationale d'enquêter au Congo-Brazzaville sur les événements du 17 et du 20 octobre 2015, car la personne humaine, rappelons-le, est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Voilà, merci à la régie. Des jeunes tués par les éléments de la force publique, j'allais dire l'armée et la police, pour avoir voulu défendre la constitution congolaise du 20 janvier 2002. Vous êtes le porte-parole du mouvement Ras-le-Bol en France. 7 ans après, quelle lecture faites-vous de ces crimes contre l'humanité? Merci beaucoup une fois de plus, Monsieur Christian Perrin, pour la parole. Pour répondre à cette question, je vais emprunter un peu l'expression de mon aîné Charles Zachary Bouao, qui avait rappelé à M. Denis Sassou Nguesso que le changement de la Constitution était tout d'abord juridiquement infondé, politiquement incorrect et socialement explosif. Cette expression, 7 ans après, c'est ce que vivent les Congolais. 7 ans après, au Congo, on compte toujours des détenus politiques, dont les figures les plus emblématiques, qui est monsieur le ministre André Kombisasa et le général Mokoko. Récemment encore, nous avons vu, il y a à peine une année et demie, une étudiante était retenue dans les genres de monsieur Denis Sassou Nguesso pour tentative à la sûreté de l'État. Donc, une fois de plus, cette liste a été alourdie par la situation de chancelier Mundunda. Et Dieu merci que les camarades sur place ont mené une campagne pour exiger sa libération et il y a quelques jours, elle a été libérée. Donc, toujours dans cette situation explosive, nous voyons tout le temps au quotidien la situation des retraités, de nos frères étudiants au niveau national et à l'étranger, toujours des situations de bourse à payer. Et en avançant aussi, la situation des droits humains au Congo-Brazzaville est toujours très difficile. Les défenseurs de droits humains sont toujours victimes de plusieurs arrestations arbitraires. Donc, 7 ans après, le régime de Brazzaville a toujours confisqué les libertés et les droits des Congolais. 7 ans après, le régime de Brazzaville continue à bénéficier d'une impunité totale, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Donc, pour nous, 7 ans après, le beau discours que M. Sassou Nguesso tenait en disant aux Congolais que le changement de la Constitution était une manière de faire évoluer les institutions, on s'est tout de suite rendu compte, on le savait déjà d'ailleurs, que ça serait juste une manière pour ce système-là de continuer à perpétrer des crimes et à continuer à priver les Congolais de ses droits et de ses libertés. Donc, voilà un peu le bilan médiocre et le bilan insoutenable que nous pouvons dire de ces 7 années depuis le changement de ce coup d'État, depuis le coup d'État constitutionnel, pour ne pas dire changement de la Constitution, parce que pour nous, c'était déjà illégal comme démarche. Alors, tout à l'heure, vous avez rappelé un certain nombre d'éléments, notamment les diverses crises que traverse le Congo aujourd'hui, depuis bien entendu ce coup d'État constitutionnel, à savoir la crise économique, la crise politique, la crise sociale, parce que finalement, tout est au rouge au Congo-Brazzaville. Mais est-ce qu'on peut penser que le régime Sassou Nguesso s'est embourbé après ce coup d'État constitutionnel, ou bien ce sont là les conditions idéales de sa pérennisation au pouvoir? Bon, s'embourber, je pense qu'ils étaient bien préparés. Pour parler de s'embourber, je pense que moi, je me pencherais plus sur la deuxième hypothèse
de créer les conditions. Parce que si on parle de Sambombe, c'est comme s'ils n'étaient pas préparés. Pour moi, ils étaient préparés, puisqu'on a tous vu le chronogramme des actions qui ont été menées pour étouffer les Congolais. Donc pour moi, on parlerait plus des conditions qui ont été créées pour eux. Et parmi ces conditions, vous avez su le rappeler, il y a eu une crise économique, il y a eu une crise politique que les Congolais n'ont pas d'ailleurs demandé. C'est M. Sassou Nguesso qui a la baguette de tout ça. Il a décidé d'aller faire un nettoyage ethnique dans le pôle. Il a décidé de perpétrer un crime économique pour continuer à maintenir les Congolais dans la précarité. Il a décidé encore de poursuivre son agenda politique qui est d'étouffer toutes les résistances politiques au niveau national. Donc pour nous, citoyens engagés, pour nous, acteurs de la société civile, on parlerait plus d'une situation voulue, comme dans toutes les dictatures, c'est-à-dire de créer les conditions d'une mafia, les conditions de la terreur pour continuer, évidemment, à donner l'impression que sans moi, cette situation va continuer à perdurer et je suis le seul homme qui est capable de tirer le Congo vers une bonne sortie, vers une porte au fait pour toutes les solutions. Et on se rappellerait tout le temps de ce discours de pacificateur, d'homme de paix, qu'il aime s'inventer dans la sous-région ou au niveau international. Donc pour nous, c'est voulu. C'est pas arrivé comme ça là, non, tout a été bien calculé pendant les 7 années que nous avons vécues depuis le changement de la Constitution. Ce que j'ai bien compris, c'est finalement une stratégie de gouvernement pour Denis Sassou Nguesso de créer le chaos à tous les niveaux, crimes contre l'humanité, vol, détournement, pillage des ressources du Congo pour se maintenir. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Alors, on va revenir donc sur, bien sûr, les victimes du massacre d'octobre 2015 au Congo-Brazzaville. Est-ce que, à la date d'aujourd'hui, vous avez une idée sur le nombre de victimes et les blessés, par exemple? Vous avez une idée sur le nombre exact? Parce que jusqu'au moment où Thierry Mongala intervient sur le plateau de télé, il parlait de 4 victimes, dont 3 à Brazzaville. Est-ce que vous avez maintenant un chiffre approximatif ou exact de ces victimes? Bon, déjà, il faut rappeler que le discours qu'avait tenu M. Mongala est dans l'ordre des choses de comment fonctionne le régime, c'est-à-dire un régime qui ment même lorsqu'ils sont face à des institutions internationales comme le FMI. Donc pour nous, ce discours ne nous avait pas surpris quand il y a eu ces événements. Sauf que la société civile avait travaillé pendant cette période. Au départ, dans le premier jour, en tout cas des manifestations jusqu'au deuxième jour, on avait déjà dressé un petit bilan qui était de 21. Mais après quelques semaines, ce bilan avait évolué, mais ça reste tout de même un bilan partiel. Et ce bilan-là, on avait déjà comptabilisé un nombre de 46 victimes, dont 43 bien identifiés, et les 3 autres, il était difficile. On avait aussi totalisé un nombre de 69 blessés et aussi un nombre donné de disparus, qui était de l'ordre d'une dizaine. Donc, il y avait eu ce bilan, et ça, ces chiffres-là, c'est pas moi qui l'invente ou le ras-le-bol, mais il y a aussi des partenaires très crédibles qui ont documenté à ce sujet-là. On peut le retrouver dans les rapports comme des ONG comme celui de Agir ensemble pour les droits humains, Survie, et dans d'autres ONG très sérieux quand il s'agit de ce genre de situation. Mais sauf que ça reste un bilan partiel parce que M. Sassou Nguesso s'est arrangé comme d'habitude à étouffer cette affaire. Donc, a rendu un peu cette étape d'enquête très difficile à réaliser. Mais des investigations qui ont été faites au départ, on avait dressé ce petit bilan-là. On est sans doute l'ignorer que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a eu aucune enquête qui a été déclenchée. Ça, c'est tout à fait normal. Quand on a commis des crimes, on ne va pas vouloir en même temps encore se faire l'autre là passer devant les juridictions. Donc, pour nous, malheureusement, nous n'avons que ce bilan minimal et on continue à travailler pour réclamer justice, on continue à travailler pour
demander qu'une enquête soit ouverte et que ce soit au niveau national et au niveau international. Nous avons déjà fait avancer les choses, que enfin on arrive à ces objectifs-là. Alors, vous avez dit donc 46 personnes tuées, 69 blessées, sans compter les portées disparues. Un bilan très lourd en termes de vie humaine. Mais qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui le silence du gouvernement congolais 7 ans après tous ces massacres, tous ces crimes contre l'humanité, mais surtout la justice congolaise qui, jusqu'à présent, ne s'est pas autosaisie de l'affaire? Oui, mais pour nous, on peut parler de justice lorsqu'on est dans un état de droit. On peut parler de justice lorsque le pays, toutes les institutions bénéficient de pour certaines, une certaine indépendance. Mais au Congo, nous ne sommes pas dans un état normal, nous sommes dans une dictature, une tyrannie. Donc, forcément, la justice ne va pas travailler dans l'intérêt que justice se fasse quand des situations de ce genre arrivent. Donc, au Congo-Brazzaville, la justice est plutôt instrumentalisée. Déjà, premièrement, à des fins de contrôle politique, la justice est instrumentalisée dans une démarche à conserver un pouvoir. La justice est instrumentalisée dans une démarche à protéger ceux qui sont à la tête. Et dès lors que ceux qui sont à la tête commettent des infractions qui sont de l'ordre des crimes contre l'humanité, cette justice ne va pas travailler dans l'intérêt de rendre justice, mais plutôt de les protéger à court et à long terme. Donc, pour nous, on comprend cette situation malgré que nous dénonçons, mais nous savons que c'est une réalité. Cette justice n'est pas là pour travailler pour l'intérêt des Congolais, mais plutôt pour l'intérêt d'un clan qui est aux affaires depuis un demi-siècle. Depuis que les Congolais sont victimes des atrocités, des crimes contre l'humanité à répétition, il faut le dire, sous Denis Sassou Nguesso, notamment, vous l'avez rappelé d'entrée de jeu, le génocide entre 1998 et 2000, les disparus du Beach, où 350 jeunes Congolais avaient été froidement abattus et d'autres enfermés vivants dans les conteneurs puis jetés dans le fleuve. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des éléments documentés. Aujourd'hui, on peut les retrouver. Les rapports existent. Et il est arrivé également, il y a donc les massacres, puis c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Donc, les massacres du 20 octobre 2015. Donc, nous faisons état aujourd'hui. Il y a eu encore un autre génocide au Poul, bien entendu, entre 2016 et 2018, sans compter les 400 000, les plus de 400 000 morts du coup d'État militaire de Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui le silence médiatique, notamment de la presse internationale, j'allais dire ce blackout médiatique au niveau de la presse française, mais aussi le silence de Paris? Bon, pour nous, citoyens congolais et acteurs de la société civile, ce silence est justifié du fait que M. Denis Sassou Nguesso est l'un des meilleurs criminels en tant que dictateur sur le plan de l'échiquier continental. Il est le meilleur élève d'un réseau que tout le monde dénonce au jour d'aujourd'hui, qui est la France-Afrique. Donc, pour M. Sassou Nguesso, pour ceux qui comprennent un peu comment fonctionne le système France-Afrique, c'est des billets de mallette qui passent de main en main sans pour autant que certains soient interpellés. Donc, c'est un réseau mafieux où M. Sassou Nguesso est un bon élève. Et il utilise ce réseau mafieux-là pour se protéger et pour bénéficier aussi de ce silence-là de la communauté internationale. Et quand on parle même de presse internationale, on va encore rappeler que M. Denis Sassou Nguesso a parfois des liens très forts avec certains qui détiennent même ces presses. Donc, je prendrai l'exemple de M. Soudan Nono qui tient le journal Jeune Afrique, qui est le beau lot là du président de la République. Pareil aussi avec d'autres médias.
il y a sa proximité qui font en sorte que ce seigneur de guerre, cet homme qui est à la tête de notre pays, juste une certaine protection. Et là, on peut aller même plus loin dans notre analyse en présentant même les événements qui se sont déroulés pendant le changement de la Constitution. Il y a toute une équipe qui est mise en place pour éventuellement couvrir en tout cas ces atrocités que peuvent commettre M. Denis Sassou Nguesso avec tous ces compagnons qui accompagnent son régime. Alors, Monsieur Chris Bouty, est-ce qu'on peut également croire, j'allais dire penser que Paris a quand même une responsabilité dans tout ce qui se passe au Congo? Je fais allusion là aux crimes contre l'humanité, aux atrocités vécues par les Congolais, parce que dans un rapport de survie, par exemple, je vais lire un certain nombre d'extraits. Dans le rapport survie intitulé « La coopération militaire française au service des dictateurs ». C'est un rapport de survie, ce n'est pas moi qui écris ce rapport. Il ressort que le coup d'État constitutionnel de 2015 au Congo-Brazzaville, ce coup d'État aurait été planifié conjointement par Denis Sassou Nguesso et bien sûr Paris. Voici quelques éléments qui le font dire. 1. On fait remarquer que Laurent Fabius avait reçu en France le ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Ngakosso le 21 octobre 2015 et donc en pleine répression, parce que la répression au Congo a eu lieu le 20 octobre 2015. Le 21, Ngakosso est reçu par Laurent Fabius en France. 2. François Hollande déclarait que Sassou Nguesso pouvait, sinon peut, consulter son peuple. Ça fait partie de son droit et le peuple doit répondre. Une phrase qui avait d'ailleurs été immédiatement affichée sur les bâtiments publics congolais pour préparer, bien entendu, les consciences des Congolais de ce qui devrait arriver. Troisièmement, le ministère français des Affaires étrangères déclarait pendant, disons dans la même période, ce ministère donc déclarait prendre note des résultats, l'Élysée affirmant par la voie d'un communiqué, bien sûr, prendre lui aussi note malgré les conditions qui ne permettaient pas d'en apprécier les résultats. Ça, c'est du côté de l'Élysée. Et bien avant tout cela, et ce qui est d'ailleurs curieux, le ministre français de la Défense en ce temps-là, c'est M. Jean-Yves Le Drian, à la suite de sa visite à Brazzaville le 22 juillet 2015, note pour sa part que la nécessité sécuritaire prime sur l'objectif démocratique. Et plus loin, nous avons évidemment, on a aussi rapporté les propos de Jean-Yves Olivier qui dit « La souveraineté ne se découpe pas en mandat, mieux vaut un homme fort que la si dangereuse instabilité démocratique. » Lorsque vous avez tous ces éléments recoupés, mis ensemble, est-ce qu'on peut penser finalement que Paris a une responsabilité dans ces crimes contre l'humanité commis par le régime Sassou Nguesso? Quand on relève tous ces faits-là, on peut mieux comprendre pourquoi tout a échoué lors du changement de la Constitution, que M. Sassou Nguesso finalement n'avait pas agi seul et qu'il avait bénéficié d'un grand soutien pour pouvoir mater cette révolution citoyenne, cette révolution des Congolais qui aspiraient à une liberté. Et effectivement, ce discours que vous avez rappelé même de François Hollande est aux antipodes du discours qu'il avait tenu lors du sommet de Dakar, qui décourageait à l'époque ces tyrans-là à ne pas briguer ou changer la Constitution, ne pas briguer un troisième mandat ou changer la Constitution. Et ce que vous avez aussi oublié de rappeler, c'est que pendant cette même période où le Congo s'apprêtait à plusieurs dialogues, donc le dialogue de Diata, en mois de juillet, M. François Hollande avait déroulé le tapis rouge
à M. Denis Sassou Nguesso en le recevant à l'Élysée. Donc, ça montre clairement que le discours qui était tenu et les actes posés étaient totalement, diamétralement opposés et que dans l'analyse, nous voyons clairement il y a des éléments très marquants qui démontrent que Sassou Nguesso a bénéficié d'un grand soutien et parmi ces soutiens-là, bien évidemment, la France, qui est le premier partenaire commercial du Congo, est rentrée en action pour soutenir l'ami de Chirac, l'ami de cette France qui ne veut pas changer de paradigme, comme nous le voyons au jour d'aujourd'hui. Là, ils sont en train de perdre même certains pays avec qui ils étaient en partenaire. Cette France a souvent agi de cette manière, malheureusement. Et c'est une chose que nous regrettons, alors que la France avait l'opportunité de changer de paradigme en 2015. Et finalement, ils persistent dans leur démarche à soutenir des dictatures qui n'ont plus rien à donner à des populations comme celle du Congo. Donc oui, pour nous, société civile, ça a été une grande trahison parce qu'on attendait plus d'un pays qui fait la promotion des droits humains. Et pour nous, on était très déçus de constater ce que vous venez de relever et c'était vérifié. Nous qui étions sur place, nous avons tous vu ces affiches de ce discours de François Hollande, qui était président à l'époque, qui encourageait, pour nous c'est vraiment encouragé, pour nous c'était une manière de dire à Sassou, allez-y, on t'épaule, tu es libre de faire comme d'habitude et tu bénéficieras de ce silence que nous avons tous vu, un silence diplomatique et aussi voilà, un silence au niveau des médias. Donc pour nous, citoyens congolais, malheureusement, jeunesse congolaise, oui, nous avons fait ce triste constat que la France aussi, les autorités en tout cas françaises, ont accompagné ce régime criminel. Trouvez-vous au niveau de votre mouvement Ras-le-Bol, je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement Ras-le-Bol en France, comment vous vivez ces accointances, allais-je dire, cette complicité de la France, parce que ce n'est plus à démontrer, il y a tellement trop d'éléments, tout est documenté, il y a une complicité tacite de la France dans tous ces crimes contre l'humanité. Comment vous vivez cela et qu'entendez-vous faire pour mettre un coup d'arrêt à ce genre de relation, à cette complicité, je répète, parce qu'on se souviendra également dans l'affaire des disparus du Beach, hein, le procès encore en cours en France, mais apparemment il a été tout fait. On se souviendra donc de ce que le général Jean-François Ndengue, qui était impliqué dans cette affaire, cité dans cette affaire, avait été arrêté en France et il avait été libéré nuitamment, probablement sur ordre de l'Élysée. On l'avait libéré comme ça et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas à quel niveau se situe l'affaire. Comment vous vivez cela? Bon, nous, comme mouvement citoyen, qui est un mouvement d'action qui est au quotidien au contact avec la population, nous, dans nos convictions, nous pensons que la solution ne viendra pas d'ailleurs. Ça, c'est vraiment se mentir à nous-mêmes. Ailleurs, les peuples se sont libérés eux-mêmes d'abord, c'est-à-dire ils ont fait ce qu'il fallait pour ensuite bénéficier peut-être d'un soutien peut-être tardif ou d'un soutien d'accompagnement. Pour nous, ce que nous menons au quotidien comme action, c'est déjà de faire ce travail de conscience, parce que quand une dictature s'installe, il y a malheureusement des conséquences comme ce que nous voyons, c'est-à-dire un peuple qui ne sait plus comment se battre face à un régime sanguinaire, un régime qui tue tous les jours. Et dans cet état des faits, nous essayons de nous organiser. S'organiser, c'est mener des actions citoyennes afin de faire comprendre à ce peuple-là que c'est inacceptable qu'au jour d'aujourd'hui, avec toutes les ressources que nous avons, que nous manquons d'hôpitaux, que nous manquons du travail pour 5 millions de Congolais, que nous manquons des lieux pour aller se soigner, alors que ceux qui nous gouvernent payent des milliards pour des soins à l'étranger, pour des évacuations sanitaires, et pour d'autres payent des villas à des tours Trump Tower pour leurs enfants, comme c'était le cas avec la fille du président Kolodia Sassou. Donc pour nous faisons plus un travail sur le terrain parce que nous savons que
s'il faut attendre le soutien d'ailleurs, ça ne viendra pas, s'il faut le dire. C'est pas aux autorités françaises de venir se battre pour nous libérer. Ça c'est mentir aux Congolais, ça c'est tenir un discours de rêveur aux Congolais. Tout ce que nous pensions, comment nous réfléchissons au quotidien, c'est surtout aller chercher nous-mêmes nos propres solutions face à ces défis du quotidien. Ces défis du quotidien que la dictature nous met, c'est voilà, comment on doit s'organiser, nous, pour qu'il n'y ait plus des arrestations arbitraires. Comment nous pouvons nous organiser au quotidien pour que on ne soit plus victime d'un fils du pouvoir pour la simple raison qu'on était en désaccord, qu'un matin, on toque à notre porte à 3 heures du matin pour aller nous jeter en prison. Nous avons des défis plus urgents, qui est surtout de donner une conscience citoyenne pour faire face à cette dictature. Et pour le reste des soutiens, ça ne va pas arriver comme ça. Ailleurs, ça ne s'est pas passé comme ça. Le Burkina n'a pas attendu la France pour les libérer. Nous aussi, nous n'attendons pas grand-chose de la France. Sauf que nous devons rappeler à cette France-là que si cette France veut continuer à être un partenaire du Congo, c'est dans son intérêt à ne pas encourager des dictatures, mais plutôt à mettre en action ce qu'ils aiment mettre en avant, c'est-à-dire un pays qui défend des valeurs universelles, qui défend les droits et libertés dans le monde, comme on le voit actuellement dans d'autres pays. Mais sinon, tant que la France persistera, viendra un jour que la France aussi va perdre peut-être son privilège d'être partenaire du Congo. Parce que y a une jeunesse qui comprend les choses, il y a une jeunesse qui n'est plus prête à accepter ces dictats-là, n'est plus prête à voir une France paternaliste, une France qui encourage les dictateurs, qui reçoit au quotidien. Si ce n'est pas le Denis Sassou Nguesso, c'est ailleurs Paul Biya et d'autres dictateurs comme Ouattara et tout autre. Donc nous faisons d'abord un travail sur nos citoyens, puis de ce qui relève de la suite. Ça, c'est aux Congolais d'en décider. Alors, merci donc pour ceux qui voudront avoir ces informations que nous avons données ici. Probablement qu'il y a ceux qui se posent la question, mais est-ce vrai? Non, il suffit de se rapporter sur le rapport de l'association Survie intitulé « La coopération militaire française au service des dictateurs ». C'est un rapport qui a été pondu en avril 2016. Alors, monsieur Brice Bouty, vous êtes le porte-parole du mouvement Ras-le-Bol en France. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ma question, et qui vaudra d'ailleurs votre réponse et qui va compter pour le mot de la fin. Aujourd'hui, on connaît donc le nombre des victimes, même s'il est encore approximatif, 46 victimes, donc 46 jeunes Congolais tués lors du coup d'État constitutionnel de Denis Sassou Nguesso. Il y a une soixantaine, bien sûr, de blessés. Je ne sais pas si tout le monde s'est traité. Il y a des portés disparus. La suite, c'est quoi? Puisque à la date d'aujourd'hui, apparemment, la justice congolaise n'a encore rien fait et n'a rien dit. La suite, c'est de réclamer justice. Et réclamer justice, c'est pas le dire, mais c'est de poser des actes, de poser des actions qui vont dans ce sens. Donc, nous travaillons déjà ici en France pour se constituer partie civile. On l'a déjà fait. On est en train de réunir d'autres signatures pour traîner cette situation-là vers les juridictions compétentes, puisque c'est une situation de crime contre l'humanité. C'est le régime qui s'est levé pour tuer les Congolais qui étaient sans armes et non violents. Donc, au niveau de la France, raison pour laquelle Ras-le-Bol existe maintenant au niveau de la France, pour pouvoir mener certaines actions qu'ils ne pouvaient pas mener au niveau du Congo, puisque le régime fait tout pour étouffer au niveau national. Mais nous qui sommes ici en France, nous bénéficions d'une certaine liberté, vu qu'on est dans un pays des droits humains, pour mener cette action de justice. Donc, au niveau de la France, nous avons déjà engagé des procédures. Il y a des associations au niveau national ici en France qui nous accompagnent dans ces démarches. Au niveau local aussi, il faudrait s'organiser pour faire cette action parce qu'il faut poser aussi l'action au niveau national, même si nous savons que cette justice est instrumentalisée, il est important de le mener. Et il y a aussi une équipe qui s'organise pour pousser cette procédure-là. Et je pense que dans les semaines à venir, vous aurez des nouvelles de ces suites judiciaires, de ces actions judiciaires-là. Et donc, nous nous organisons comme ça au niveau
de l'étranger, donc en Europe ici, et au niveau national, sont tout le temps en collaboration avec ceux qui travaillent réellement pour changer le quotidien des Congolais, pour arriver maintenant à ces solutions-là qui est de réclamer justice, parce que 46 morts, c'est pas rien. Même si c'était un seul Congolais, il faut se battre pour que nous ne soyons plus à la longue victimes de ces abus, victimes de ces crimes, alors que comme on nous le rappelle, la vie humaine elle est sacrée et nul ne peut décider comme ça là, de la côté et puis de déambuler tranquillement ou de venir faire ses achats ici à Paris. Donc, en tout cas, merci, Monsieur Tristan Bouty, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement Ras-le-Bol France. Et dans le même temps, j'invite donc nos téléspectateurs d'aller lire le rapport de l'association Survie intitulé « La coopération militaire française au service des dictateurs », un rapport publié en avril 2016. Vous allez mieux comprendre ce qui s'est passé en octobre 2015 au Congo-Brazzaville. Les massacres qui ont été perpétrés au Congo avaient été planifiés bien avant. Merci à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui. Likez et partagez pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour évidemment être prévenu de toutes nos prochaines publications sur TLR TV. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci. merci.